la rivalité franco-anglaise domine l'histoire de l'Europe occidentale depuis plus de 1000 ans sur terre comme sur mer, depuis Hastings jusqu'au Brexit. Gérard Blier présente quelques grands moments de cette histoire au micro de Yann Le Perf. Après Trafalgar, la flotte française de Toulon a été anéantie. Cependant, l'arsenal de Rochefort est en pleine activité, mais les navires sont bloqués dans l'estuaire par la flotte anglaise. Et c'est là qu'intervient l'affaire des Brûlots. Effectivement. Bon. L'affaire des Brûlots, c'est donc une bataille navale d'un style très particulier qui, comme par hasard, va tourner au désavantage de la France. Une défaite navale de plus. Mais comme vous l'avez dit, Yann, pour introduire cette intervention, il serait donc faux, on l'avait dit à propos de la bataille de Trafalgar, oui, qui est un coup très dur pour la flotte française, mais la flotte française n'est pas totalement anéantie. La preuve, c'est qu'à Rochefort, il y a une flotte de guerre avec une quinzaine de beaux bâtiments qui peuvent évidemment faire encore des dégâts et causer des ennuis aux Anglais. Les Anglais le savent, et dans ces conditions, surtout quand commence en 1809 la 5e coalition, eh bien, les Anglais recommencent à surveiller avec beaucoup d'inquiétude et de vigilance Rochefort. Je dis recommence parce que vous vous souvenez que quand on a parlé au XVIIIe siècle de leur attaque de l'île d'Aix, c'était déjà une chaude affaire dans le pertuis d'Antioche. Et là, ça va prendre une autre envergure. Alors, les Anglais surveillent Rochefort. Pourquoi ? Parce qu'ils savent que dans l'arsenal, le port de Rochefort, près de l'île d'Aix, donc à l'embouchure de la Charente, il y a une quinzaine de beaux bateaux de guerre qui ont été reconstitués, réparés ou qui ont été construits rapidement. Donc c'est une escadre qui n'est absolument pas négligeable. Elle est dirigée par l'amiral allemand. Ah non, bizarre, mais c'est comme ça. Pour un amiral français, c'est l'amiral allemand. Alors donc, les Anglais, dès le début de la guerre, recommencent ce qu'ils ont fait pendant les siècles précédents. Ils viennent bloquer le pertuis d'Antioche pour empêcher la flotte française de sortir dans l'Atlantique et, si possible, pour, bien entendu, la détruire. Alors, ils possèdent à peu près autant de navires de guerre importants que les Français, 17. Ils sont de meilleure qualité, mieux commandés. 17 navires commandés par l'amiral Gambier. Alors, pendant de longues semaines, voyez-vous, nous sommes au printemps 1809. La 5e coalition, comme je l'ai dit, a commencé. C'est l'état de guerre, évidemment, quasi permanent. Mais enfin, là, c'est un bel état de guerre entre la France et l'Angleterre. Alors, pendant quelques semaines, les deux flottes vont s'observer. Elles s'observent, comme par hasard, tout près de l'île d'Aix, compte tenu de la position stratégique de l'île d'Aix, près de l'embouchure de la Charente. C'est-à-dire que ce tête-à-tête, il met face à face deux flottes qui se valent à peu près, avec quand même une différence. Et très rapidement, les Français, pendant ces semaines, repèrent des petits navires du côté des Anglais, en plus des 17 grands navires. Et ce sont des brûlots. Que sont les brûlots ? Les brûlots sont de petites embarcations destinées à être détruites, chargées de produits incendiaires, de poudre, etc., de liquides inflammables. Et ces brûlots, alors on compte sur le vent, évidemment, ces brûlots, on compte que le vent va les lancer enflammés contre les bateaux adverses, en bois naturellement, et va les incendier. C'est une technique d'ailleurs qui remonte à l'Antiquité, cela, mais on l'avait un petit peu oublié. Et les responsables français, quand ils voient ces petits bateaux, sont naturellement extrêmement inquiets. Alors donc, on se prépare fébrilement. Les Français sont, comme par hasard, sur la défensive, et l'amiral français a mis ses bateaux sur 2 lignes parallèles, derrière une sorte de barrière, des barques flottantes, etc. Ça vaut pas cher. Donc la flotte française n'est pas bien placée pour bien se battre. Les navires sont alignés, etc. Ce n'est pas très bon. Et alors le 11 avril, c'est l'affrontement. C'est-à-dire que les Anglais, très intelligemment, l'amiral Gambier, attend le début de la nuit, d'abord pour profiter de l'obscurité, parce qu'il pense que ces brûlots, les flammes, ça va être plus impressionnant et plus ravageur dans l'obscurité, et en plus, il a pour lui le vent qui va pousser les brûlots, et puis la marée, le vent, la marée et la nuit. Les 3 facteurs jouent en faveur des Anglais. Et donc, ils lancent leur offensive, mais à ce moment-là, le soir de cette journée d'avril 1809, le 11 avril, le soir, en fait, l'attaque anglaise, ce sont les brûlots.
les brûlots sont lancés par les grands navires, et puis ils foncent dans la demi-obscurité, enflammés, ils foncent vers les 2 lignes françaises qui sont à quelques centaines de mètres de là. Et à ce moment-là, évidemment, c'est la panique. Les brûlots enflammés défoncent la barrière qui protégeait les navires français, et ils sont au contact des navires français. Alors vous imaginez le bois, les voiles, etc. Et ces brûlots explosent, et c'est la panique. Et à ce moment-là, c'est la panique dans la flotte française. Et alors la panique, elle est provoquée évidemment par les brûlots, bien sûr, qu'il n'y a pas beaucoup de parades à ce moment-là contre eux. Et alors, donc la panique est provoquée par les brûlots, mais aussi par le fait que l'amiral allemand n'est pas à la hauteur sans doute de ses responsabilités, et il n'y a pas de commandement, ce qui fait que chaque navire, chaque capitaine, chaque commandant de navire va essayer de se sortir de ce mauvais pas par ses propres moyens. Il va essayer de se sortir de la ligne, au besoin en bousculant les voisins. Les navires français s'entrechoquent, s'entremêlent, c'est vraiment dans la nuit un spectacle dantesque. Et le désordre, il a été établi que les chocs des navires ont fait au moins autant de dégâts que l'incendie par les fameux brûlots. Alors donc, la nuit est absolument dantesque. Pour les Français, c'est chacun pour soi, c'est la panique, voyez-vous. Et donc, au bout de quelques heures, la marine, cette petite escadre de 15 navires, elle n'existe plus. Les bateaux brûlent sur place, ou alors, ils cherchent à fuir. Ils cherchent à fuir vers où? Pas vers le Pertuis d'Antioche, les Anglais sont là, attendent la grande flotte anglaise, mais vers la Charente, vers Port-des-Barques, vers Rochefort. Bon. Et à ce moment-là, ces beaux navires de guerre, en train de brûler pour la plupart, ils vont s'échouer du côté de Fouras, du côté de l'île Madame, sur le plateau des Palles. Il y a même un brûlot, tenez-vous bien, un brûlot, il n'y avait plus personne, voyez-vous, l'équipage des brûlots sautait des navires, ils ne se sacrifiaient pas, les équipages, une fois que les brûlots étaient lancés avec le vent. Un brûlot, paraît-il, trouvait le moyen de prendre la vallée de la Charente, et il est remonté jusqu'à Fort-Lupin, vous voyez, Fort-Lupin, nettement à l'intérieur du cours de la Charente, et il est remonté jusque-là. Alors donc, au petit matin, c'est un spectacle de désolation, c'est-à-dire qu'au petit matin, quand le jour paraît, la flotte française est bien mal en point, les navires sont dispersés, dématés, en train de brûler, et à ce moment-là, la grande flotte anglaise, les 17 navires de ligne, entrent en jeu avec leur artillerie, et l'artillerie des navires anglais achève le travail commencé par les brûlots. C'est un désastre absolument complet. Les navires français essayent parfois de se battre, mais ils ne sont pas en situation de le faire. Vous en avez un, le Régulus, qui va rester glorieux après cette bataille, qui va laisser un souvenir glorieux. Il sauve l'honneur. Le Régulus, dématé, à moitié dévasté, parvient à tirer, à faire des dégâts, quelques dégâts dans la flotte anglaise, pas beaucoup. Et le Régulus, éclopé, esquinté, presque détruit, il parvient à se replier dans la Charente et à aller lécher ses plaies au port de Rochefort. Le Régulus, donc, a sauvé l'honneur, voyez-vous, de cette flotte française. Alors, le bilan de cette affaire des brûlots, c'est un bilan qui est terrible pour la France. La flotte anglaise, alors, elle a perdu tous ses brûlots, mais les brûlots étaient destinés à être perdus. Mais la flotte de ligne anglaise, les 17 bateaux, n'ont pratiquement pas souffert. Alors qu'en revanche, la flotte française, elle est évidemment complètement anéantie. Alors là, vous voyez, après Aboukir, après Trafalgar, on peut dire qu'à ce moment-là, la France n'a plus vraiment de marine de guerre. Et par conséquent, donc, l'Angleterre, qui était déjà la maîtresse des mers, devient une maîtresse absolue des mers. Et la dernière remarque à propos de cette affaire des brûlots est celle-ci. Elle montre un contraste tout à fait énorme. Nous sommes en 1809. En 1809, Napoléon est toujours le maître de l'Europe. C'est bien avant le désastre de Russie. Et en 1809, la 5e coalition est une victoire globale en Europe pour Napoléon. Mais l'affaire des brûlots, elle montre ce contraste énorme d'un Napoléon qui est à ce moment-là le maître de l'Europe continentale, mais qui, sur mer, est complètement surclassé par les Anglais, par l'Angleterre, puisque, alors même que les armées françaises triomphent en Europe centrale, vous voyez donc ces bateaux anglais qui viennent au large de La Rochelle, au large de Rochefort, détruire des navires français. C'est toute puissance de l'Angleterre en cette période de 1809, toute puissance de l'Angleterre sur les mers. Et c'est un contraste énorme avec le fait que c'est Napoléon qui domine bel et bien l'Europe continentale. Mais vu l'importance, évidemment, que revêt la mer,
au niveau stratégie, au niveau commercial, c'est une situation, alors que l'Empire paraît triompher, c'est une situation vraiment très grave. Et cette affaire des brûlots, qui est moins importante globalement que Trafalgar, mais qui s'ajoute à Trafalgar, qui lui-même s'ajoutait à Aboukir, c'est un très mauvais coup pour l'Empire. La rivalité franco-anglaise domine l'histoire de l'Europe occidentale depuis plus de 1000 ans sur terre comme sur mer, depuis Hastings jusqu'au Brexit. Gérard Blier présente quelques grands moments de cette histoire au micro de Yann Le Perf.